Je vous demande de garder cet applaudissement encore plus fort pour Monsieur Jérémy Clapin. Vis-à-vis du scénario, comment est-ce que vous approchez le scénario quand vous avez à la fois de la prise de vue réelle et à la fois de l'animation? Je dirais que je l'ai fait un peu de la même manière. Au début, c'est vraiment du texte, quoi. Alors, on a très vite des images qui viennent, mais je l'ai écrit. Je pense que dans J'ai perdu mon corps, c'était de l'animation, mais j'avais déjà une approche peut-être un peu pas très éloignée de la prise de vue réelle dans ma grammaire. Donc, finalement, j'écris les scénarios un peu de la même manière. Sauf que là, quand j'écris qu'il pleut dans le scénario, c'est plus compliqué qu'en animation à faire pleuvoir. Et je m'en étais pas forcément, j'en avais pas conscience totalement. Mais sinon, non, je dirais que c'est la même chose. Après, on réfléchit un peu plus peut-être à la faisabilité, parce que en animation, c'est vrai qu'on peut, si on doit faire un décor, peu importe si le décor existe, enfin il n'existe pas, il faut partir de zéro en fait, il faut l'inventer de toutes pièces. C'est vrai qu'en prise de vue réelle, peut-être qu'on va avoir une contrainte à ce niveau-là, au niveau des lieux. Donc j'ai essayé d'avoir ça en tête, même si mon expérience était zéro en termes de prise de vue réelle. Voilà. Mais non, le scénario s'écrit de la même manière. Après, on réécrit pendant les répétitions aussi avec les dialogues. Peut-être il est plus vivant. Et c'est sûr qu'on l'aboutit peut-être plus loin. Enfin, on essaie d'aller plus loin dans ce qu'on veut faire, parce qu'on n'a pas l'étape du storyboard. Même si moi j'en ai fait, on sait qu'on n'a pas l'animatique et tout ça qui va sécuriser le film. En animation, en fait, on commence par le montage, on finit, et en prise de vue réelle, on termine par le montage. Donc c'était vraiment la différence. Oui, bonsoir. Alors, moi, ce que j'ai été impressionné, c'est la façon dont vous avez réussi à mettre l'aspect sensoriel en même temps avec la musique et aussi avec le sound design. Vous avez mis combien de temps pour essayer de faire que ce soit tout synchronisé, que ce soit parfaitement lié avec justement la sensation qu'ont les personnages, qu'ont la vision qu'il y a ensuite à ce qu'on voit en fait? Disons, je sais que c'était un film où je devais m'appuyer déjà sur l'actrice principale qui est de tous les plans. Et c'était un film en focalisation interne, c'est-à-dire qu'on est à travers la perception d'Elsa. Donc je devais m'appuyer sur tout ce que le cinéma peut m'offrir, le son, la musique, pour pouvoir naviguer d'un monde à l'autre. Comme je le disais au début, c'était vraiment l'ambition, c'était de faire dialoguer des mondes qui se regardent tout le temps, mais finalement ne sont jamais réellement, se rencontrent jamais réellement. Et donc il fallait de la musique assez forte pour m'amener dans l'animation, qui m'élève vers quelque chose d'autre que la prise de vue réelle, et qui de fait aussi faisait exister encore plus l'animation, la rendait encore plus importante, parce que les parties d'animation sont muettes, et le soutien de la musique, j'en avais besoin pour les rendre importantes. Et la voix dans l'oreille, il fallait qu'elle soit crédible aussi, il fallait que... Voilà, tout ça, c'était des transitions possibles pour pouvoir naviguer d'un monde à l'autre, et il fallait que je m'appuie dessus, en fait. Donc il fallait que ce soit un aspect vraiment très atmosphérique à la fin. Oui, parce qu'on perd... j'ai pas fait un film, c'est pas Thomas Pesquet va dans l'espace. C'est vraiment... c'est pas Julie Lescaut non plus, donc on est sur... moi, l'histoire, le contexte m'intéresse de science-fiction, mais c'est pour raconter autre chose. Donc à un moment donné, j'ai envie de m'échapper de ça et de faire confiance au cinéma. Enfin, voilà, il y en a peut-être qui voyagent un peu moins sur ce genre de film-là, j'en suis conscient totalement. Mais voilà, moi, je sais que la musique provoque des choses irrationnelles, des fois, le son aussi, et on n'est pas obligé devant un paysage non plus de comprendre le paysage qu'on regarde pour pouvoir l'admirer ou profiter ou s'évader. Donc le film, pour moi, la nature d'un film aussi, elle est quelque part dans cet enjeu-là. Merci. Question idiote et complètement matérielle. Ça picole sec à Maringues. Et à Orsine aussi. Vous avez été bien accueillis dans la région et c'est pas difficile d'avoir de la pluie là-haut. Et dans quelle mesure la région a mis de la thune dans le film? Enfin, j'aimerais bien savoir. Moi aussi. Voilà. Non, on a été très bien accueillis. C'est vrai que on a tourné, pour ceux qui connaissent, à Saint-Éloi-les-Mines. C'était une découverte. Il n'y a pas grand-chose à faire, vraiment. On a une pizzeria, un kebab pendant 3 semaines. Donc ça aussi, c'est la réalité du tournage.
En animation, on rentre chez soi, on peut manger un peu ce qu'on veut. Là, c'est vrai que c'était pas pareil. Et la confrontation avec... je connaissais pas tellement en fait cette région-là, mais j'avais fait des repérages et ça m'intéressait parce qu'on la voit pas tant que ça en fait. J'aimais bien la forêt d'Orsine parce que elle est à la fois structurée et assez folle. J'aimais bien les sols aussi de la forêt. Mais tout ça, j'ai vraiment découvert... j'ai découvert aussi ces décors-là pendant le tournage et c'est aussi ça qui me... Quelque part, ma confrontation avec la prise de vue réelle, elle a été aussi forte là-dessus, parce que ce décor-là, on passe beaucoup de temps dans la forêt, et pour l'actrice, c'était très difficile à la fin aussi, mais même pour toute l'équipe, je me souviens quand on prenait la voiture pour revenir pour une journée de tournage dans la forêt, on la voyait, c'était interminable, et on savait qu'elle allait gagner à la fin la forêt. Et c'était vraiment... c'était dur les derniers jours, mais voilà, ça c'était donc les... Après, la région, je ne sais pas de quelle manière elle intervient en termes de thunes réellement. Elle est coproductrice, la région Rhône-Alpes, donc elle a mis de l'argent. Heureusement, ils me soutiennent aussi depuis le premier film. Ça s'est placé. Et voilà. Oui, bonjour. Vous avez dit que oui, effectivement, votre actrice est de tous les plans, elle est vraiment formidable dans ce film. Je voulais savoir où vous l'aviez découverte, quoi, parce qu'elle a vraiment une vraie présence dedans. Hein. Enfin, on s'identifie à elle, je veux dire, cette histoire de deuil, elle nous prend au trip, quoi, tout ça. Elle fait vraiment passer beaucoup d'émotions dans ce film. Donc je voulais savoir comment vous l'aviez découverte. En fait. Moi, quand j'écris, j'ai un personnage en tête. Et évidemment, en animation, ce qui est très facile, c'est de recréer le personnage qu'on a en tête. Là, c'est plus compliqué. Donc, j'ai une directrice de casting qui s'appelle Judith Chalier, qui m'a fait rencontrer plein de jeunes actrices. Et c'est vrai qu'elle m'a mis une liste de personnes qui représentaient un peu ce que j'avais en tête. Et c'était jamais finalement les bonnes personnes que je rencontrais. Le casting n'allait pas, ou j'avais besoin, moi, d'être surpris par autre chose. Et puis, j'ai rencontré Mégane. Elle m'a proposé Mégane. Et puis en fait très vite, je pense que ça va être, c'est un peu cliché, mais ça a été vraiment une évidence dans le sens quand elle a fait le texte, elle a joué le texte du casting, elle m'a fait croire vraiment à mon histoire et j'avais besoin d'une actrice qui, même si le film peut être pris finalement, est-ce que c'est réel, c'est pas réel, j'avais besoin qu'il soit réel pour elle et pour le spectateur et elle me faisait croire à mon film, donc je l'ai pris en grande partie pour ça. Elle avait l'intensité qu'il fallait. Elle comprenait ce qu'elle faisait tout le temps. Je pense qu'elle est aussi moderne par rapport au paysage, ce qu'on peut voir au cinéma dans les jeunes femmes qui jouent au cinéma. Et voilà, donc le choix s'est fait vraiment comme ça. Bonsoir. Déjà, bravo pour votre film. Ma question, en fait, je fais le constat qu'il y a on sent, je trouve, énormément dans votre film l'influence de l'animation, que ce soit dans la façon de construire les plans, dans la façon de les storyboarder. Puis il y a évidemment il y a les séquences d'animation, il y a aussi les personnages qui dessinent tout le long, il y a une grosse influence du côté dessin. Et du coup, ma question, c'était, je voulais savoir à quel point vous étiez arrêté sur la forme du film, ces séquences d'animation par rapport à ces séquences en contraste avec ces séquences de prise de vue réelle, ou si par exemple l'animation est quelque chose qui est arrivé pendant la production, ou au contraire si c'était quelque chose qui devait avoir plus d'influence dans le film, qui devait y avoir plus de séquences d'animation, et au contraire vous les aviez peut-être retiré un peu. Voilà, je voulais savoir à quel point cet aspect de l'animation du film avait évolué au fur et à mesure de la production, si c'est le cas. Alors non, j'ai voulu dès le début un film qui soit très ancré dans le réel et très ancré dans l'imaginaire à la fois. Donc il fallait un réel vrai de vrai et finalement un imaginaire vrai de vrai aussi. Il y avait certainement des choses qu'on a essayé d'avoir et que j'ai pas pu mettre dans le film, une séquence où le petit frère et la sœur discutent autour du générique de Capitaine Flamme. Mais il s'avère qu'on n'a pas eu les droits. On l'a quand même tourné en espoir de les avoir, mais finalement on n'a pas eu les droits. Qui explique absolument tout le film. Non, c'est pas vrai. Non, on pouvait s'en passer, mais c'était important. Moi, j'avais besoin de faire rentrer le dessin dans le film à travers le poste de télé, à travers ses dessins à elle, à travers l'animation. Et moi, en fait, même dans mon imaginaire, ça m'arrive de penser en dessin ou en animation et en prise de vue réelle. Donc moi, je fais pas de différence, en fait, entre presque les images animées ou les images réelles. Ce que j'aime, c'est qu'est-ce que ça provoque chez le spectateur aussi
de finalement quitter la Terre pour aller dans un autre univers. Et finalement, ce que je disais par rapport au monde qui se regarde, la prise de vue réelle et l'animation, ce sont aussi deux mondes qui se regardent et qui obtiennent des frontières un peu floues, où il se passe quelque chose. C'est ça qui m'intéressait, c'est de plonger un personnage dans cette zone un peu, on bascule dans un monde et dans l'autre, on n'est pas vraiment ni dans l'un ni dans l'autre. Et l'animation, la confrontation des deux, en fait, rendait ça possible aussi. Bonsoir. Je trouvais la musique de Dan Levy déjà incroyable dans J'ai perdu mon corps. Et je voulais savoir comment vous aviez travaillé avec lui sur ce film-là, si ça vous avait aidé à l'écriture, si ça avait été fait après. Alors, oui, il a travaillé plus en amont sur ce film-là, en me livrant déjà toutes les... Moi, j'ai commencé le film en faisant les séquences d'animation, parce que au niveau planning, ça met toujours un peu de temps. Et donc, je voulais sécuriser ça aussi, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut remonter facilement derrière. Et donc, il y avait déjà les musiques de Dan Levy là-dessus. Donc, moi, c'est quelqu'un avec qui j'adore travailler. Moi, j'ai pas peur de la musique, j'ai vraiment envie de la mettre. Quand je me rappelle de films, souvent, je me rappelle de la musique des films. Et voilà, j'ai tendance à la rendre visible dans l'image, enfin dans le film, et du coup à descendre les sons quand il y a de la musique. Et inversement, s'il y a pas de musique, enfin, je peux muter complètement les sons des fois pour laisser que l'image, ça me dérange pas du tout. Mais là, l'intention, c'était, je voulais, ce que je disais, quelque chose qui puisse arracher le spectateur de sa chaise là, et puis l'envoyer dans l'espace en animation, dans un autre monde. Donc j'avais besoin d'un truc à la fois puissant et aussi quelque chose de plus sacré, entre guillemets, quelque chose presque de religieux, quelque chose qui porte la thématique aussi. Donc voilà, il fallait ces deux choses. Ici, après, je rebondis, il y a deux autres personnes qui ont travaillé aussi sur la musique, que Dan a fait travailler. C'est Joseph Duplantier, qui est un membre fondateur du groupe Gojira, et un batteur qui s'appelle Pierre Belleville. Bonsoir et merci pour votre film. Il semble qu'il se passe quelque chose dans la production de films français dits de genre en ce moment, enfin depuis quelques temps, mais il semble qu'il y a un essor qui est en train de... Il y a un bouillonnement qui est en train de sortir. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous ressentez, vous, de votre côté? Moi, je trouve ça très très bien. C'est jamais facile de financer quand même un film de genre. Je sais que j'ai pu le financer celui-là parce que j'avais fait J'ai perdu mon corps. Et comme ils n'avaient pas financé J'ai perdu mon corps, ils étaient redevables. Donc c'était le moment ou jamais. Je me suis un peu servi de ça. Je sais que ça aurait été compliqué, d'autant plus quand on a un cast qui est pas forcément un casting qui est pas très identifié. Et je voulais quelque chose comme ça qui appartienne presque qu'au film. Mais non, je vois plutôt ça bien. Surtout, on sait qu'on n'aura pas les moyens des Américains pour faire ces films-là, donc on va devoir les faire autrement. Et donc de la contrainte naît aussi une créativité et des propositions différentes. Donc voilà, je trouve que dans le paysage français du cinéma, c'est bien d'avoir aussi des ouvertures comme ça. J'ai peut-être une question avant que quelqu'un d'autre en pose une autre. Quand on s'attaque à un film de science-fiction, donc comme tu dis avec les moyens français, quelles peuvent être tes inspirations? Est-ce que tu as revu certains films pour te dire tiens, comment on peut faire différemment, montrer ce qu'on ne peut pas montrer, enfin, quelles ont été tes influences sur ce film, justement, quand tu t'es préparé avant de le faire, voilà, qu'est-ce que tu as... Moi, je voulais faire un film avec un tout petit élément fantastique qui bouscule un peu la réalité. Donc, je regardais un peu... les films qui m'intéressent, c'est comme le film Morse de Thomas Alfredson, par exemple, ou Border. Je ne me rappelle plus le nom du réalisateur, malheureusement. Donc, ces films-là me parlent parce que, finalement, on n'en voit pas beaucoup et ça suffit à colorer le film aussi. Je me suis souvent posé la question aussi dans ce film-là, quoi montrer, jusqu'où montrer. Et plus j'en montrais, en fait, plus je perdais la capacité du spectateur ou même moi de pouvoir m'emparer du film. Finalement, je devais juste montrer des choses pour les faire exister un peu plus, mais c'est pas ça que je recherchais dans le film forcément. Donc voilà, Après, je suis un gros client de films de SF et tout ça, hein, mais c'est juste que ça, je sais que j'avais pas l'argent et je pense qu'il faut les penser autrement dès le départ. Bonsoir. Ça fait 2 minutes que j'essaie
de poser la question, comme dans votre film précédent, dans J'ai perdu mon corps, voilà, on voit deux personnages qui sont marqués par le deuil, qui sont marqués par la perte de quelqu'un. Et donc ma question, pour faire court, c'est qu'est-ce que vous y voyez dans ce vide qui nous laisse la perte de notre cher? Merci. Ah, ça va être dur. En fait, c'est vrai que c'est deux films sur le deuil que j'ai pas choisi de faire forcément sur le deuil et qui se sont un peu imposés. J'ai perdu mon corps, c'est un livre qu'on m'a proposé d'adapter. Et il se trouve qu'il y avait une main coupée. Et le livre était moins sur le deuil que le film, mais je l'ai amené, je ne sais pas pourquoi, vers le deuil aussi de l'enfance, plus que je dirais le deuil d'un être cher. Et ce film-là, c'est pareil, je ne suis pas parti de l'idée de faire un film sur le deuil. Je pense que c'est mon dernier film sur le deuil. D'autant que moi, je ne suis pas très expérimenté en deuil, parce que j'ai toujours mes parents, donc je considère que j'ai de la chance. C'est quelque chose qui me fait très très peur, donc peut-être c'est cette peur-là que j'essaye d'exorciser. Moi, si je perds mon chat, déjà ça a été le cas, et déjà j'étais effondré. Mais bon, pas un film là-dessus non plus. Donc en fait, c'est un thème qui me parle beaucoup par la peur qu'il provoque chez moi, d'affronter en fait... d'affronter oui, ça, le vide, l'impossibilité. Et dans le cadre d'Elsa, en fait, Elsa, elle perd son frère, mais son frère, on ne sait pas où il est, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas le corps. Alors le deuil d'un disparu est encore plus difficile parce que finalement, on se retrouve coincé entre la vie, la mort, et on devient finalement plus un fantôme que celui qu'on a perdu. Voilà. Et puis, je vais citer Nietzsche qui disait que quand on regarde au fond de l'abîme regarde au fond de toi. J'avais juste envie de le dire. Bonsoir, merci pour vos œuvres, depuis Schizone même, que j'avais vu à Clermont, justement. Juste sur ce qui se disait sur le deuil, il y a un truc que je trouve extrêmement cruel en fait, dans le film, et je me demande comment ça se passe à l'écriture. C'est quand même là pour imaginer faire revenir le frère, on fait disparaître d'autres personnes. Et il y a quand même quelque chose qui est frappant, c'est que c'est des gens, Alzheimer, une jeune femme SDF, ou même le collègue au début qui est apparemment un peu déficient quand même, mental. C'est des gens qui sont déjà socialement écrasés. Est-ce que c'est une métaphore justement pour rebondir là-dessus? Mais c'est quelque chose qui m'a paru quand même... on voit bien que les choix, c'est difficile. À la fin, elle laisse partir le jeune, mais... c'est quelque chose qui va me rester de votre film, c'est quand même extrêmement cruel. Alors, oui. Parce que même Alzheimer, moi j'ai côtoyé des gens qui ont Alzheimer, il y a encore des moments de lucidité qui reviennent, ça reste des vies, quoi. Même si on dirait qu'on leur rend service, non, en fait c'est des gens, hein. C'est juste que la mémoire s'en va. Mais... ça, s'il n'y avait pas de dilemme, il n'y aurait pas de film. Mais non, moi j'essaie de placer le spectateur aussi à s'interroger là-dessus, et dans le même temps... sur la valeur d'un être humain, ce qui est impossible de poser ces mots-là avec, comme je viens de les poser. Mais des fois, la société la pose aussi. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne sont pas productifs, des personnes au bord du trottoir qu'on ne voit même plus, c'est des fantômes de la société. Donc finalement, Elsa se débarrasse de personnes dont la société déjà ne veut plus ou ne sait pas quoi faire. Ce qui ne rend pas la chose moralement plus acceptable, mais... dans sa position à elle essaye d'avancer. Je pense que beaucoup d'entre nous, confrontés à ça, enfin peut-être pas exactement à ça, mais pourraient se poser des questions comme ça. C'est des histoires ça arrive tous les jours, je pense. Et le film n'est pas là pour être moral, il est vraiment là pour poser la question. Ce qui est intéressant aussi, c'est que par moments, des personnes vont trouver ça amoral ce qu'elle fait, mais vont avoir envie qu'elle réussisse à la fin, ou vont avoir envie de l'avoir retrouvé son frère à la fin, comme si la fin justifiait les moyens. Finalement, après ce qu'elle vient de faire, je pense que la vie est derrière, c'est plus possible. Donc c'est ça aussi qui m'interroge, c'est à quel moment on s'accommode de l'immoralité pour d'autres raisons. Voilà. Merci. Et juste la voix extraterrestre, entre guillemets, c'est formidable en plus. Un comédien qui est super, si tout le monde a découvert dans Bruno Redal, qui est un film formidable. Et je n'avais pas réalisé que c'était lui, en fait. Mais c'est très très bien. Bravo. Oui, c'est Dimitri Doré, je suis ravi de l'avoir trouvé, parce qu'il a cette voix androgyne un peu, enfant, homme,
femmes, en tout à la fois. Donc c'était super. Ouais, mais ce que fait Elsa en fait dans le film, pour revenir là-dessus, c'est un peu comme, je dirais, c'est une version de la mythologie grecque de Charon qui transporte les âmes sur le Styx d'une rive à l'autre. Et en fait, ce qu'elle fait dans le film, elle le fait à la fois dans l'EHPAD, c'est-à-dire qu'elle est là pour accompagner les gens d'une rive à l'autre. Elle le fait dans la forêt d'une manière plus violente. Voilà, donc il y a une espèce de circulation entre la forêt, sa navigation, la façon dont elle déambule dans l'animation aussi, c'est un peu comme dans l'EHPAD. L'EHPAD est comme un vaisseau spatial. Et tous ces territoires assez différents, finalement, se rejoignent et font un même chemin pour elle. Donc ça m'intéresse aussi de construire le film autour de ces décors-là et de son cheminement un peu, sa vie qui s'accélère et qui se tend et qui devient de plus en plus violente. Parce que pour moi, un viol aussi, un deuil, c'est violent. Et c'est pour ça aussi, j'ai complètement anticipé une question. Il y a cette tentative aussi de viol qui arrive de manière complètement irruptive dans le film. Je sais que le film devait sortir début avril. Je crois qu'il a été décalé à... Il devait sortir en mai. En mai, ouais. 1er mai. Et là, maintenant, c'est en juin, c'est ça? En juillet, carrément, d'accord. Et tu n'as même pas encore le film qui est sorti. Du coup, je voulais quand même te demander, est-ce que tu as déjà en tête des trucs pour après ou pas encore Si, là, je travaille sur le développement d'un film avec les États-Unis, mais c'est un film en stop motion. J'ai jamais fait. Alors, merci Jérémy d'être venu présenter le film. Merci. On ne peut pas en parler autour de vous. Merci encore.